Et bonsoir à tous. Donc je vais le prendre un peu en mode stand-up plutôt qu'un grand discours. Et puis bon, en tant qu'ingénieur, j'aime bien faire des présentations aussi un peu scolaires avec une petite présentation PowerPoint. Donc tout d'abord, je tiens à remercier Dorothée pour son invitation. Et c'est vraiment un bonheur pour moi déjà d'être là parmi vous et surtout de voir que dehors là, c'est vraiment leur soirée à eux. Moi, je suis juste là, peut-être la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, c'est quand même eux. Donc, je tiens vraiment, et j'aimerais que vous les applaudissiez encore parce que tout à l'heure, on me demandait en fait, est-ce que vous avez un secret pour nos entrepreneurs, comment on réussit quand on est entrepreneur? Et ma réponse était en fait, rien que le fait d'entreprendre, quelque part, c'est déjà une réussite. Donc ils ont pris le risque. Et ça, pour moi, quoi qu'il arrive, ça restera une réussite personnelle, une aventure de laquelle ils pourront tirer énormément d'expérience et grandiront sûrement. Donc je leur souhaite vraiment bonne chance. Ils ne seront pas tous millionnaires, mais ils auront tous une expérience extraordinaire dont ils pourront être fiers pour l'avenir. Et je suis très très content de voir qu'il y a un certain dynamisme dans la jeunesse et qu'il y a de nombreux projets qui se créent en Martinique. Et ça me fait très chaud au cœur. Donc pour en revenir à ma problématique un peu plus... on va dire, tout le monde dit on est en train de sauver le monde, etc. Donc non, nous on fait partie d'une aventure, donc The Ocean Cleanup. Donc moi je suis pas le fondateur, je fais partie de l'équipe en tant que chef de la modélisation. Donc ça fait très longtemps que je suis dans le projet. J'ai commencé comme bénévole en 2013, donc lorsque le projet était vraiment embryonnaire. Et au fil du temps, on va dire l'argent aidant, il a pu salarier un certain nombre de personnes. Donc en 2015, j'ai rejoint le projet en tant que chef de l'équipe, à l'époque chef de la modélisation, donc j'étais chef de moi-même. Et au fil du temps, une fois que l'équipe a grossi, maintenant j'ai avec moi 5 personnes. Et donc maintenant on est une fondation de 100 personnes. Donc ce que je vais vous raconter ce soir, j'ai décidé de séparer en 3 points, donc parler un peu de The Ocean Cleanup, parce que c'est quand même un truc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez sympa. Ensuite, expliquer un peu ce que j'avais appris de cette expérience entrepreneuriale avec, on va dire, un certain nouveau paradigme qui a vachement changé par rapport à, on va dire, les entrepreneurs d'hier. Et répondre un petit peu à tout le monde me demande, et les sargasses dans tout ça, ce que vous faites avec le plastique, ça ressemble un petit peu à ce qu'on aimerait faire avec les sargasses. Du coup, je fais une petite parenthèse à la fin sur les sargasses. Donc, ce qu'on veut faire à The Ocean Cleanup serait, si on y arrive bien évidemment, le plus grand nettoyage de l'histoire, dans le sens où on s'attaque à une zone qui fait plusieurs millions de kilomètres carrés, et qui se trouve dans les 5 zones océanographiques, donc au milieu des océans, dans les zones d'accumulation, ce qu'ils appellent un peu de façon imagée les continents de plastique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous ment depuis le début. On ne peut pas marcher sur ces continents de plastique, c'est juste des zones où il y a une densité de plastique anormalement élevée, étant donné qu'elles sont à plusieurs milliers de kilomètres de la côte. Et notamment dans le Pacifique Nord sur lequel on travaille, on a des densités qui peuvent monter localement à plusieurs tonnes par kilomètre carré. Donc, plusieurs tonnes par kilomètre carré, 1 kilomètre carré c'est très grand, mais c'est quand même assez affolant de se dire qu'il y a de tels niveaux de pollution plastique. Donc cette pollution, elle vient d'abord de ce qui rentre dans les rivières. Donc il y a 1 à 2 millions de tonnes par an qui rentrent dans les rivières. Pour donner une petite idée de l'impact, il y a à peu près 200 espèces marines qui ont du plastique en fait
dans leurs intestins. Le plastique en fait joue le rôle d'éponge de nombreux produits chimiques et donc du coup se concentre en produits chimiques, et lorsqu'il est ingéré par des espèces marines, va au fur et à mesure remonter la chaîne alimentaire, et en la chaîne alimentaire, il y a 3 milliards de personnes qui dépendent des ressources halieutiques et donc qui peuvent potentiellement être infectées par ces produits chimiques. Donc nous à The Ocean Cleanup, on a envie de suivre donc la nouvelle tendance, hein. Donc c'est rendre The Oceans clean again, quoi. C'est notre credo. Sauf que l'océan c'est très vaste, et notamment la zone à laquelle on s'attaque fait 1,6 million de kilomètres-carrés, et nettoyer tout ça avec une méthode traditionnelle avec des chalutiers et des chaluts, ça demanderait des milliers d'années, des milliards d'euros, et évidemment on imagine qu'avoir une telle opération risque de plus nuire qu'elle ne fait de bien. Donc Boyan à l'époque en 2012 a réfléchi à un principe en gros de laisser en fait les océans faire le travail pour nous. Donc en gros en s'appuyant en fait sur les propriétés de mouvement des océans, d'être capable d'accumuler et de concentrer ce plastique pour qu'il soit extrait, grâce à la forme en U de nos systèmes. Donc l'idée c'est de se comporter comme le plastique. Donc si en fait avec nos systèmes qui sont dérivants, on se déplace à peu près comme le plastique, en gros on va se concentrer, comme vous pouvez le voir dans la petite animation qui est là. On remarque que là où la densité de plastique, donc c'est des petits points bleus, là où la densité de plastique est élevée, la concentration de nos systèmes est aussi élevée. Et donc l'idée c'est de créer une petite différence de déplacement entre le plastique et nos systèmes, donc notamment grâce à la force du vent et des vagues, afin de créer une zone d'accumulation en fait à l'intérieur du système, qui après va être où le plastique sera extrait avec des bateaux, avec des méthodes de pêche relativement traditionnelles. Donc avec des systèmes comme ça, si on est capable de déployer une flotte de 60 de ces unités, on serait capable notamment grâce à mes modèles, de nettoyer 50% du Great Pacific Garbage Patch, donc c'est le nom de cette zone de concentration de déchets au milieu du Pacifique, en 5 ans. Donc là, donc ça c'est notamment des résultats de mes calculs, où en gros, voici l'état de l'océan Pacifique Nord en 2030. Donc rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de plastique, et bleu, évidemment, il y en a beaucoup moins. Donc si on fait un clean-up, on voit que les océans redeviennent bleus, donc on est quand même relativement content. Donc avant de s'attaquer à la solution, il a fallu comprendre le problème. Donc pour comprendre le problème, il a fallu cartographier en fait la pollution plastique à l'intérieur de ces garbage patch, enfin celui du Pacifique. Donc pour ça, on a utilisé 2 méthodes. La première méthode en 2015, où l'idée c'était de traverser le garbage patch de ouest en est avec 30 bateaux notamment, et avec un gros bateau qu'on voit sur la photo en bas. Et là l'idée c'était d'échantillonner en fait le plastique selon les différentes catégories de taille. Donc évidemment on n'utilise pas le même type de chalut pour récupérer des plastiques, ce qu'on appelle les microplastiques, donc ceux qui font moins de 5 mm, jusqu'aux macroplastiques qui eux font plus de 50 cm. Donc on a commencé avec des chaluts en 2015, et ce dont on s'est rendu compte et qui n'avait jamais été documenté avant, c'est que en fait la majorité de la masse est dans les gros objets, sauf que lorsqu'on passe avec un chalut et qu'on récupère un nombre assez limité de ces gros objets, évidemment on a une masse importante, mais on n'a pas un décompte important. Et donc du coup, d'un point de vue statistique, le fait d'utiliser ces gros filets n'était pas suffisant pour avoir une couverture statistique, enfin, qui a un sens statistique. Et donc pour ça, pour couvrir une plus grande surface,
on a été obligé en 2016 d'affréter un ancien avion de la guerre du Vietnam qu'on a équipé de toutes sortes de capteurs qui ont permis en fait de prendre des photos du garbage patch et notamment de détecter les plus gros objets qui sont en fait des filets, ce qu'on appelle les ghost nets. Donc en fait c'est des filets qui font une opération de pêche fantôme, puisqu'en fait ce sont des opérations de pêche qui s'en sont débarrassés. Donc il faut savoir que dans le garbage patch, on a trouvé en gros la moitié des objets sont des objets qui viennent de la terre et l'autre moitié en fait sont des objets qui viennent de la mer, puisque en général le matériel de pêche est fait pour durer en pleine mer. Donc malheureusement, une fois qu'on s'en est débarrassé, ben, il reste là et il continue notamment de pêcher tout ce qu'ils peuvent. Donc une fois qu'on a un peu mieux compris le problème de la pollution, il a fallu développer la technologie pour essayer de lutter contre cette pollution. Donc la philosophie à The Ocean Cleanup, c'est pas une philosophie où on va rester pendant une dizaine d'années derrière nos ordinateurs, faire toutes sortes de calculs pour essayer de comprendre quel est le système optimal. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, tant qu'on n'est pas allé au milieu de l'océan Pacifique, on n'aura jamais trouvé le système optimal. Donc l'idée c'est de concevoir un premier système, de l'essayer, de le casser et de réparer de corriger le design pour ne pas que ça casse la fois d'après et répéter le cycle jusqu'à ce qu'on arrive à un système qui marche. Donc c'est un peu le même type d'approche qu'ont les développeurs en informatique. Donc évidemment ça coûte un peu plus cher à chaque fois qu'on sort quelque chose, mais disons que c'est aussi une méthode qui permet aussi de rapidement itérer et évidemment de monter en niveau de ce qu'on appelle la TRL, quoi, le niveau le fait que le système et la technologie soient éprouvés en fait. Donc pour ça, on a commencé par faire des essais dans des bassins, donc là où on va dire les éléments sont maîtrisés, donc on sait exactement quel type de vague va avoir les systèmes. Évidemment, on ne peut le faire qu'à modèle réduit. Et donc une fois qu'on a testé sur ces modèles réduits, on s'est fait un petit terrain de jeu au milieu de la mer du Nord. Donc là, on a de la chance, c'est qu'on a un bassin où il y a des très très grosses vagues qui peuvent apparaître, des vagues qui sont même plus hautes parfois que celles qu'on peut trouver dans le Pacifique. Et donc là, on a un petit coin de mer du Nord où on peut essayer nos différents systèmes. Donc là maintenant je vais parler un petit peu de Boyan, le fondateur de The Ocean Cleanup. Donc là maintenant il a 24 ans, mais il a commencé, il avait 17 ans, en gros il faisait son projet de terminal et il s'est dit tiens je vais essayer de nettoyer les océans. Bon, c'est relativement gonflé quand même pour 17 ans. Et en janvier 2013, après 6 mois d'études à la TU Delft, donc l'université technique de Delft, il a décidé de se consacrer à plein temps à ce projet. Donc voilà, donc il a su prendre ce risque qui a fait que là maintenant il est à la tête d'une entreprise avec une centaine de salariés et évidemment son jeune âge aidant, il a été désigné en 2015 comme Champion of the Earth, donc par les Nations Unies. Il faut savoir que cette année c'est Emmanuel Macron qui a été Champion of the Earth. Je ne sais pas si ça va nous porter chance. Et il a été également nommé l'an dernier, il a été nommé néerlandais de l'année par l'équivalent du Times aux Pays-Bas. Donc là, bon, malheureusement, ça sera la seule, et c'est une slide en anglais, où là, en fait, j'explique la mission qui est en train de se dérouler en ce moment, donc qui est pour notre premier système, puisque là, maintenant, on en est au point où on a conçu un premier système. Donc ça s'est passé en 3 étapes. Donc la première étape qui était le tow test, donc c'est la phase où on teste en gros le voyage du système du point d'assemblage jusqu'au point d'installation, puisque c'est bien gentil d'installer le système, mais si on n'est pas capable de le traîner sur des centaines de kilomètres sans qu'il se casse, on a déjà perdu.
Donc on a commencé par ce petit tow test, donc on a commencé avec 120 mètres de barrière. Dans un deuxième temps, on a fait donc les vrais tests avec le système complètement U. C'était les essais dans le Pacifique, donc qui ont duré une quarantaine de jours, où là on a bien vérifié que le système se comportait comme on le prédisait au niveau de sa capacité à tourner avec le vent, etc. Et enfin, une fois qu'on était satisfait de ces résultats, on est parti au milieu du Great Pacific Garbage Patch. Et là maintenant, à l'heure qu'il est, le système est en train de récolter du plastique et on l'a conçu de façon à ce que ça soit vraiment une plateforme expérimentale, puisque c'est notre premier système, c'est un peu aussi pilote. Et donc du coup, l'idée c'est de rassembler le maximum de données pour pouvoir comprendre le fonctionnement du système et nous aider à concevoir le futur système qui sera le premier système de la flotte des 60 systèmes que j'évoquais au début. Donc là, je vais vous montrer quelques photos de cette étape. Donc le nom du système c'est Wilson. Donc pour ceux qui connaissent le film avec Tom Hanks, Wilson c'est l'espèce de petite balle de volley qui est partie dans la mer. C'était le meilleur ami de Tom Hanks. Et donc là il y a une photo du système, donc, parce que j'ai pas trop donné de détails sur le système. Donc en fait c'est un système qui est très simple. C'est en fait un gros tube de plastique haute densité, donc il fait 600 mètres de long, en dessous duquel est connectée une jupe qui descend à 3 mètres de profondeur et qui est mis en forme de U avec des lignes en fait pour le fermer. Donc l'idée c'est de faire un système qui est très simple, qui est passif, qui est propulsé uniquement par les éléments naturels et qui permettent de concentrer le plastique. Donc là on voit ces éléments technologiques, donc le flotteur qui est là, le petit élément de connexion et la jupe en dessous. Et là on peut voir il y a deux belles images satellites qui montrent en fait tout l'assemblage du flotteur. Donc ce qui est sympa en fait dans notre opération d'assemblage, c'est qu'on a été capable d'assembler un flotteur de 600 mètres sur un yard, donc notre zone d'assemblage qui faisait que 150 mètres. Et pour y arriver, en fait, il a fallu assembler le flotteur et au fur et à mesure le descendre dans le lagon qui nous a permis derrière de le tirer, de le sortir de San Francisco. Donc une fois qu'il faisait 600 mètres, qu'il était tout beau, tout prêt, on est parti, on a fait des jolies photos quand on est passé sous le Golden Gate Bridge. Et là encore, on avait notre œil dans le ciel qui nous a aussi fait une super photo satellite du moment où il passait sous le Bay Bridge. Donc c'est à ce moment-là que tous les médias se sont affolés et que Dorothée m'a contacté. Et après, donc c'est bien gentil de sortir le système, il a fallu l'installer. Et donc là, les choses sérieuses ont commencé. Et donc là, c'est la première photo du système où on a connecté. Donc c'est pas les lignes de fermeture, il y a des lignes intermédiaires. Donc là, c'était la première fois qu'on le mettait plus ou moins en forme de U. Et là pareil, j'ai appelé mes copains dans le ciel pour me prendre aussi des belles images. Donc une image où on voit qu'il y a un peu de mer, là, il doit y avoir à peu près 3,50 m de vagues en haut à droite, et en bas là des conditions un peu plus calmes. Et alors c'est très marrant parce que là maintenant qu'on est au milieu du garbage patch, quand il y a très peu de vent, où la surface est vraiment lisse, mais on peut voir les débris sur une image à 50 cm de résolution. On est capable de même, hors du système, voir énormément de débris et c'est vraiment impressionnant, ça fait vraiment très peur. Donc là maintenant je vais passer sur une partie un peu plus en lien avec la soirée. Donc parler un petit peu de l'aventure entrepreneuriale et ma façon de voir les choses sur comment ça s'est passé au niveau de The Ocean Cleanup. Donc là je voulais juste illustrer sur déjà une première chose, c'est qu'il faut être capable de changer d'idée en cours de route. Donc en 2013, quand Boyan était encore au lycée, il avait découvert un petit logiciel de modélisation 3D. Il avait imaginé cette espèce de vaisseau spatial qui était censé nettoyer les océans. À l'époque, c'était un système qui devait être ancré à 5000 mètres de fond.
Alors déjà que les plateformes pétrolières, ils n'osent même pas espérer ancrer des choses à 2500 mètres de fond. Alors nous, on voulait ancrer un truc de 100 km à 5000 mètres de fond. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ingénieurs offshore qui sont sortis, qui ont dit, à notre avis, c'est une assez mauvaise idée. Du coup, entre-temps, on s'est rendu compte que non seulement c'est une mauvaise idée, mais c'est une idée assez inefficace. Et donc du coup, en 2018, on a complètement changé de système, sauf que la différence avec 2013, c'est que là, c'est une vraie photo. Donc, l'aventure The Ocean Cleanup, c'est pour moi une illustration de ce que j'appelle le B2W. Donc tout le monde connaît l'approche B2C, donc on est une entreprise, on a des clients individuels auxquels on vend un produit ou un service. Ensuite, il y a le B2B, c'est pareil, sauf que c'est entre deux entreprises, on se vend des choses, etc. Eh ben, The Ocean Cleanup, c'est une autre approche, c'est business to the world. C'est-à-dire qu'on va vendre un produit, mais qui va faire du bien, enfin, qui va contribuer au bien de tout le monde. Non seulement au business, puisque ça permet, enfin, que les gens qui nous financent, enfin les entreprises qui nous financent, évidemment croient en notre projet et évidemment montrent leur responsabilité sociétale en s'affichant aux côtés de The Ocean Cleanup, mais également la personne qui va nous donner un financement via une campagne de financement participatif, donc ça peut être l'équivalent d'un customer dans le modèle B2C, va lui aussi contribuer à notre projet et du coup évidemment en faisant du bien à toute la planète. Donc ensuite, une deuxième chose, c'est il y a beaucoup de personnes qui nous critiquent et qui nous disent mais pourquoi vous avez un retentissement médiatique mondial, pourquoi vous n'essayez pas de faire changer les législations et faire du lobbying pour produire moins de plastique, etc. Ben, nous, on a fait un choix technologique. C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le long de l'histoire, l'homme est plus intéressé par créer, innover et créer des technologies que de se réprimer dans son comportement traditionnel. Donc en gros, nous, ce qu'on oppose, c'est, nous, on a une vision qui est d'innovation contre la régulation. Nous, on prône la technique contre la politique. On essaie de valoriser l'entrepreneuriat contre l'administration. Et évidemment, en étant un peu une start-up, ben, c'est de l'agilité contre la bureaucratie. Donc après, il y a d'autres exemples de technologies qui sont développées pour le bien commun. On peut parler de tout ce qui est fait en termes d'éducation en ligne avec des projets comme de connectivité Internet à couverture mondiale, comme ce que veut faire Google avec le projet Loon. Donc c'est des ballons qui volent à très haute altitude et qui permettent de connecter des zones en Afrique qui n'ont pas accès à aucune infrastructure, ou le projet Aquila qui malheureusement a été avorté par Facebook, ou même un problème comme la gestion de l'eau avec des toilettes sans eau que la fondation de Bill Gates essaie de trouver et de financer. Donc ensuite, The Ocean Cleanup, on va dire, surfe sur une économie du don florissante. Donc j'aime toujours dire que The Ocean Cleanup, c'est vraiment un projet qui n'aurait jamais pu être mis en œuvre dans les années 80, parce que bon, rien que pour moi, mon expérience, Boyan Slat, je l'ai contacté sur LinkedIn. Bon, déjà, il fallait qu'en 1980, Internet soit disponible, déjà pour commencer, on n'aurait même pas pu envoyer d'email. Ensuite, disons que le pouvoir des réseaux sociaux fait que l'histoire de The Ocean Cleanup est arrivée jusqu'à mes oreilles. Et justement, le fait de permettre aux gens d'être connectés via ces communautés a permis de lancer le projet grâce à un financement participatif. Donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Ensuite,
je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément d'entrepreneurs de la Silicon Valley qui sont devenus super riches. Donc moi, je les appelle les éleveurs de licornes, puisque les licornes, c'est les boîtes qui ont réussi à être valorisées de plus d'1 milliard de dollars. Et ceux-là, bizarrement, comme en général ils sont assez jeunes, ils se sentent aussi une certaine responsabilité sociétale parce qu'ils ont bien compris qu'ils ont beau avoir tout l'argent du monde, ben, si le monde est complètement détruit, où est-ce qu'ils pourront dépenser leur argent? Donc ils préfèrent séparer leur bien entre une partie qui vont investir sur des problèmes de société et puis bon, ben, le reste, ils en donnent une petite partie à leurs enfants. Ensuite, pour certaines entreprises, étant donné encore une fois toute cette justement l'omniprésence des réseaux sociaux, des médias, etc., l'importance de la valeur perçue. C'est-à-dire que, évidemment, vous aurez plus tendance à aller vers une entreprise qui montre qu'elle s'engage pour l'avenir de nos enfants et le bien de la planète, qu'une entreprise qui délibérément s'en fiche de tout ça. Ensuite, je dis, bon, il y a certaines entreprises qui font ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire qu'ils ont pollué pendant toutes les dernières années et là maintenant ils veulent s'afficher à côté de nous. On est d'accord avec ça, puisque bon, forcément ça nous donne un petit peu de ressources, mais il faut que ça soit sincère et vraiment honnête, quoi. Donc il faut vraiment que ça soit un changement complet de fonctionnement d'entreprise. Ensuite, ben, il y a énormément de fortunes privées qui se sont attelées à essayer de régler des problèmes de société, notamment la fondation Bill et Melinda Gates avec le sida en Afrique. Et ils adressent toutes sortes de problèmes sur l'éducation, la pollution, l'accès aux ressources, j'en passe. Ensuite, les entrepreneurs, donc ceux justement, ces éleveurs de licornes, ils comprennent aussi la démarche d'une entreprise comme The Ocean Cleanup qui a un petit peu ces mêmes valeurs de start-up et donc d'agilité et d'aversion au risque. Et donc ça, forcément, ils se retrouvent un petit peu dans cet ADN, on va dire. Et enfin, on le voit, c'est que la politique, enfin toutes les actions gouvernementales d'ampleur prennent beaucoup de temps. Et donc quelque part, le fait d'avoir des initiatives d'origine privée comme ça peut servir de laboratoire avant une action gouvernementale d'ampleur. Donc là, pour rigoler, j'ai mis le petit sigle de Macron, Make our planet great again. Donc là, maintenant, je vais parler un petit peu de comment ça a été mis en œuvre avec The Ocean Cleanup. Donc, déjà, ce qui est important, c'est que, évidemment, nous, on n'a pas un business model qui nous permet de nous enrichir. Hein. Donc d'abord, l'idée, c'est, avec les moyens du bord, d'être capable de transmettre sa vision. Donc ça, c'est quelque chose que Boyan a compris très tôt au niveau de sa communication. Et donc, toujours s'atteler à avoir une communication de qualité, et notamment au niveau visuel, c'est-à-dire faire des rendus graphiques qui ont l'air réels. Donc par exemple, le rendu de 2014, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que c'était vrai, alors que c'était complètement faux. D'ailleurs, on n'a pas du tout fait ce concept-là, mais on voit qu'à chaque fois, il s'est attelé à vraiment rendre, de faire des belles animations, de beaux films en 3D, pour que les gens aient l'impression qu'il y a une certaine réalité. Même si elle est virtuelle, les gens ont l'impression que les choses se font. Ensuite, donc là c'est le petit passage où j'explique un peu ce que je fais. Donc une fois qu'on raconte un peu le rêve au travers de ces belles images, il y a la partie modélisation numérique. Maintenant, on est à une ère où on peut calculer énormément de choses, le pouvoir des calculateurs est monstrueux. Et donc du coup, on a été capable de faire un modèle, ce qu'on appelle un modèle multi-échelle, qui permet à la fois de modéliser l'ampleur de la pollution à l'échelle globale. Donc là, on peut le voir sur ces modèles. Donc on voit en haut à droite,
c'est en gros l'état des océans si on n'a pas de clean-up. Et en bas, en fait, c'est en introduisant en fait, ces différentes unités avec leur efficacité. Et on voit que voilà, le système fonctionne. Donc d'abord partir à l'échelle globale. Ensuite, l'idée c'est de zoomer en fait, dans notre zone d'intérêt qui est le Pacifique Nord, où là on va être intéressé par voir comment les systèmes se déplacent par rapport au plastique. Donc c'est la même animation que j'avais montrée auparavant. Donc là on est à l'échelle à peu près de 1000 km. Donc après on va encore zoomer, donc on va regarder ce qui se passe autour du système. Donc là, ça c'était encore un autre concept de système avec une encre flottante, mais le principe est le même, de voir en fait avec les déplacements locaux à la fois du plastique et du système, la quantité de plastique qui est récupérée. On va zoomer encore plus profondément, et là on va à l'échelle, ce que j'appelle la micro-échelle, où là on va s'intéresser en fait à la dynamique du plastique en 3 dimensions en fait, en faisant vraiment la modélisation de l'effet du courant autour du système. Donc avec une telle approche, en gros, on fait un saut de 9 ordres de grandeur entre l'échelle globale jusqu'à cette échelle micro-échelle qui descend jusqu'au centimètre. Donc on part de dizaines de milliers de kilomètres jusqu'au centimètre. Donc ensuite, une fois qu'on a ces modèles numériques, l'idée c'est de les valider, de les calibrer contre des modèles physiques. Donc dans un premier temps, on commence par aller dans des conditions où on maîtrise complètement l'environnement. Donc là, quelques exemples des différents essais en bassin qu'on a pu réaliser. Donc là, vous pouvez voir Roberto, dit Roby, c'est mon coloc aux Pays-Bas. Et là, un modèle de barrière donc, à l'échelle 1/5. Donc ça a été fait dans des instituts de recherche, donc Marine et Delta. Donc jusque-là, tout va bien. Et c'est là que ça commence, c'est quand on va dans la vraie vie. Alors la vraie vie, c'est la mer du Nord, donc c'est une vraie vie qui est assez mouvementée, mais disons qu'une fois qu'on passe au prototype, on arrive au sommet de la courbe d'apprentissage parce que tout ce qui doit mal se passer se passe mal. Donc pour ça, on a fait plusieurs prototypes. Donc à l'époque où on voulait un système ancré, on a fait donc un prototype. Le premier prototype avec un système avec des boudins flexibles. Ça c'est le numéro 1. Ensuite on a fait le numéro 2 où l'idée c'était de designer justement cette connexion qui permettait de relier un cylindre à quelque chose de vertical. Et là, c'est ce qui est super intéressant dans ces expériences, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Donc là, par exemple, on a appris notamment que les systèmes flexibles peuvent s'endommager, qu'il y a toutes sortes de problèmes de délamination, etc. Qu'on n'a évidemment pas dans les modèles réduits et encore moins dans les modèles numériques. Ensuite, au niveau de la connexion, on apprend à la fois des bonnes choses, donc notamment que la connexion a survécu, et des mauvaises choses, que le matériau en lequel était fait la jupe n'était pas bon, puisque là, normalement, ça devait être blanc. Normalement, il y avait une jupe là, mais elle n'est plus là, donc c'est pas bon. Enfin, je vais parler un peu du business model de The Ocean Cleanup. Donc, j'ai dit qu'il n'y avait pas de business model, quelque part, il y en a un petit, dans le sens où nous, notre objectif, c'est d'abord d'avoir des philanthropes qui soutiennent l'effort initial et qu'après, une fois qu'on aura collecté suffisamment de plastique, de recycler ce plastique et d'en faire en fait des biens qui a priori, je sais que vous savez que les lunettes de soleil peuvent parfois finir au fond de l'eau, mais normalement on essaie de faire des objets dont on ne se débarrasse pas si facilement. L'idée justement c'est d'en faire des biens de valeur afin de financer en fait le reste du clean-up. Donc l'effort initial est fait par des philanthropes et ensuite le reste des opérations est financé
grâce au recyclage et à la vente de ce matériau un peu spécial. Donc là, bon, je finis sur la partie The Ocean Cleanup. Donc il y a des gens qui disent qu'on a un peu, vu qu'on rêve, on a un peu ce qu'on appelle un moonshot project, quoi. Donc on essaye d'aller sur la Lune. Mais bon, il y a d'autres initiatives privées qui en sont capables. On peut parler d'Elon Musk qui a été capable de faire la première fusée privée. Bertrand Piccard a fait le projet de tour du monde avec un avion solaire. Les plongées les plus profondes en sous-marin ont été faites sur des initiatives privées et notamment la collaboration entre ces philanthropes et ces porteurs d'idées. Donc Neelie Kroes, qui est une ancienne commissaire européenne, elle qualifie The Ocean Cleanup comme un symbole d'action au lieu de discours. Donc maintenant j'en viens à la partie un peu plus en relation avec ce qui se passe ici. Donc du nettoyage du plastique aux sargasses. Comment faire un peu le parallèle? Donc là, bon, c'est deux visions d'horreur, à la fois le plastique, donc là c'est en République Dominicaine, hein, donc c'est pas très loin de chez nous, et là encore plus près d'ici, des sargasses qui étaient accumulées au diamant. Donc j'ai fait exprès de barrer le problème des sargasses, puisque quelque part, bon, les problèmes, ça peut aussi être des opportunités si on l'aborde sous un certain angle. Donc au niveau des similarités avec le plastique, donc c'est quelque chose qui flotte, qui est impacté par les vents, les vagues et le courant. Les sargasses ont un impact loin de la source, donc l'impact du plastique qu'on essaie d'extraire avec The Ocean Cleanup au milieu des zones d'accumulation, alors que la plupart viennent d'Asie ou je ne sais où. Au niveau de l'impact de la nocivité, donc nocivité auprès des écosystèmes côtiers, des handicaps au niveau des activités touristico-économiques. Et enfin, le risque sanitaire, donc, que j'expliquais au niveau du plastique avec les produits chimiques et évidemment les risques écologiques, le risque sanitaire et écologique des sargasses que vous connaissez bien, avec notamment les H2S, etc. Après, c'est quand même différent, les sargasses et le plastique. Donc une des grosses différences, c'est que les sargasses, c'est de la biologie, donc c'est des espèces vivantes. Et donc, on va dire que l'origine des sargasses est multifactorielle, quoi. C'est une association en fait de facteurs qui font que, de façon saisonnière, il y aura énormément de sargasses qui vont être déversées sur les côtes. Et donc, d'ailleurs, je l'évoque, une des raisons, c'est la forte saisonnalité, alors que bon, le plastique, il continue de se déverser en quantité croissante, exponentielle, chaque année. Donc, au niveau de ce qu'on peut faire, enfin, comment utiliser ce qu'on a développé au niveau du plastique, comment l'appliquer pour les sargasses. Donc, il existe des indicateurs relativement globaux qui permettent de savoir, comme vous devez connaître El Niño ou La Niña, donc c'est des indicateurs qui donnent un peu un niveau de température dans une certaine zone du globe. Il y a l'équivalent en fait pour l'océan Atlantique, donc ça s'appelle le North Atlantic Oscillation Index. Et en gros, on voit une assez forte corrélation entre les apparitions de sargasses et cet indice. Et c'est notamment dû au fait que dans cette zone du globe, la température, évidemment, comme il y a le réchauffement climatique, la température est de plus en plus élevée. Et comme la température est plus élevée, en gros, l'énergie que reçoit les sargasses pour se développer est plus importante, et donc il y en aura plus et il y en aura de plus en plus. Mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, l'index peut redescendre
vers le bas et qu'on soit dans des conditions où il peut ne pas y en avoir. Donc, ça permet d'expliquer la saisonnalité, mais à l'échelle d'une année. Ensuite, il est possible, vu la taille des radios de sargasse, de les identifier par satellite, notamment les travaux de Maréchal en 2017, qui ont mis en évidence sur des images d'archives de la NASA des techniques pour mettre en évidence ces sargasses. Et enfin, donc là où ça rejoint un peu ce que je fais, on peut être capable, en fonction de la connaissance des zones d'impact, mais aussi des sources, qui peuvent être soit modélisées, donc vraiment les sources au niveau du Brésil, ou des sources qui ont été vraiment repérées à l'aide des images satellites, c'est grâce à la connaissance des courants et des vents, d'être capable de prédire les zones d'impact. Donc comme le schéma qui est décrit en bas à droite. Donc il y a deux méthodes. Il y a une méthode directe, donc on fait avancer le temps vers l'avant, donc on utilise les prévisions de courant pour savoir où va impacter les sargasses, ou la méthode inverse, où on sait les zones qui ont été impactées, et donc du coup on fait descendre le temps, donc on revient en arrière, et on fait transporter les sargasses en sens inverse avec les courants, pour savoir en gros quelles sont en gros les portes d'accès des sargasses sur les événements qui ont malheureusement déjà été observés. Donc ensuite au niveau donc pareil, il n'y a pas de solution, il y a des solutions. Donc pour moi c'est important qu'il y ait une solution qui ait différentes formes. Donc il faut qu'il y ait une association de solutions au niveau de l'interception, de la déviation. Donc il y a suivant les zones géographiques, la topographie, la bathymétrie, des infrastructures, donc notamment est-ce que parfois il ne serait pas intéressant de dévier les sargasses pour les amener dans des zones où il y a un accès à des engins qui peuvent les extraire assez rapidement, au lieu de les accumuler, essayer de les extraire au large. Donc vraiment, il faut savoir faire un travail d'optimisation, mais qui inclut vraiment tout la chaîne logistique qui est liée en fait à la récupération et au traitement de ces sargasses. Ensuite, il faut qu'il y ait une solution durable. Mais je dis une solution durable, mais qui n'est pas forcément permanente. C'est-à-dire que parfois, il peut être plus intéressant d'avoir des systèmes amovibles qui seraient déployés en cas d'événement et qu'on puisse bouger en fonction de la zone d'impact, que de mettre quelque chose qui, a priori, serait efficace sur une année, et les années d'après, l'impact n'est plus du tout à cet endroit-là. Donc du coup, pareil, hein, il faut en fonction de l'historique et en fonction des prévisions et encore une fois, hein, de tous les aspects que j'évoquais, il faut être capable de s'adapter aux situations, et aussi trouver, on s'en est rendu compte avec The Ocean Cleanup, c'est démarrer, faire le plus simple possible. C'est-à-dire que quand on envisage quelque chose de simple, c'est beaucoup plus facile de le rendre compliqué que de commencer avec quelque chose de très compliqué, de très élaboré, pour le rendre plus simple après. Et en général, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et enfin, et ce qui est très important, c'est d'optimiser le ratio coût sur durée de vie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelque chose qui n'est pas cher du tout, mais qui va durer 3 semaines. Contre quelque chose qui est peut-être 10 fois plus cher, mais qui va durer 20 fois plus longtemps. Et donc du coup, être capable parfois de favoriser le long terme plutôt que le court terme. Et donc j'en finirai sur évidemment, donc, pourquoi j'ai barré le problème des sargasses, c'est que les sargasses peuvent aussi être une opportunité si on se place dans une dynamique d'être leader sur le problème, puisque évidemment si on trouve une méthodologie et des solutions, forcément ça nous ouvre des marchés sur toute la Caraïbe.
au Mexique, aux États-Unis et en Afrique. Donc évidemment les opportunités, donc c'est à la fois au niveau des solutions, mais ce que j'appelle le downstream, c'est-à-dire une fois qu'on a récupéré ces sargasses, qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a plusieurs options. Ça peut être la biomasse, de faire des matériaux dérivés, notamment du bioplastiques, faire des engrais, la nourriture pour le bétail. Et enfin, évidemment, voilà, les marchés et toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir. Et c'est là on parle vraiment de vrai business, quoi. Parce que l'argent, forcément, c'est les services environnementaux. À un moment donné, c'est sûr que ça coûte de ne rien faire. Donc du coup, si ça coûte moins cher de faire quelque chose, ben, les gens vont quand même préférer investir, même si directement ça ne leur servira pas tous les jours, ça ne sera pas un bien qu'ils auront acquis, mais ils auront un certain bénéfice à investir sur ce genre de solution. Donc voilà, donc ben, j'espère que j'ai pas été trop long, Dorothée, j'ai vraiment pas du tout timé, 44 minutes, j'avais dit 45, c'est pas mal. Voilà, donc aussi, je voulais finir sur l'importance de la vision, et on a la chance d'avoir eu même un bateau de la même couleur, et on a été capable de l'exécuter presque comme sur le rendu graphique. Merci à tous. Disponible pour répondre à quelques questions. J'ai toute la nuit devant moi. Voilà, donc est-ce que... C'est la première qui est la plus difficile, généralement. Et où? Bonsoir. J'aimerais savoir, vous avez parlé des bioplastiques. Est-ce que vous avez des pistes concrètes de ce qu'on pourrait faire en termes de bioplastiques et des moyens justement à mettre en place pour pouvoir prendre cette piste-là? Alors j'aurais bien voulu te répondre, mais malheureusement je ne suis pas trop spécialisé dans ça. En revanche, je connais une boîte qui fait des... Enfin, nous on utilise des bioplastiques parce que dans notre partie un peu expérimentale autour de notre système, on utilise des flotteurs en fait, qui dérivent pour en gros regarder un peu la trajectoire des objets flottants autour de nos systèmes. Et en fait, ils sont faits en bioplastique. Donc je peux leur demander quel type de bioplastique ils utilisent. Après, en vérité, je ne sais pas grand-chose. Bonsoir. Alors, vous avez dit au début qu'il y aurait une flotte de 66 systèmes, c'est bien ça? Et ça ferait partie de la deuxième itération en fait. Voilà, donc en gros, notre premier système, donc pour différentes raisons, on a décidé de ne pas forcément le faire aussi grand que ce sur quoi on s'est basé pour les 60 systèmes, pour différentes raisons, sachant que en gros, avec ce premier système, on aura beaucoup de réponses sur, on va dire, les différents points sur lesquels on a un peu des doutes. Et l'idée, c'est que ce système n'a pas été designé pour faire partie de la flotte. En fait, c'est un système beaucoup plus expérimental. Il y a certains éléments qu'on aimerait, parce que du coup, il est plus cher, puisqu'il y a toutes sortes de dispositifs de mesure, voilà, de mesure autour. Et en gros, ce qu'on aimerait faire, c'est un système plus long. Donc, au lieu de 600 mètres, quelque chose qui serait plus de l'ordre de 1,5 km et plus large. En fait, le diamètre du flotteur serait un peu plus important. Et vous arrêteriez en fait à la
flotte des 67. Donc, alors l'idée, c'est que donc ça, c'est le dimensionnement pour le Pacifique Nord. L'idée, c'est après de s'attaquer au deuxième GIR le plus important. Enfin, le GIR, c'est des zones d'accumulation, qui serait l'océan Indien. Donc on aura une partie de ces systèmes potentiellement qu'on déploierait dans l'océan Indien, ou même rajouter des nouveaux systèmes. Donc a priori on va nettoyer 3 des 5, puisqu'en gros ce qui se passe, c'est que par exemple le Pacifique Sud, il y a vraiment très peu de plastique après je veux dire, sur les différents éléments technologiques, on a des partenariats, c'est sûr, mais après sur cette méthode de clean-up, on est tout seul. Après, bon, il y a des projets très sympathiques, comme par exemple les Seabean, où eux, leur idée, en fait, c'est de limiter la pollution dans les marinas, et ils ont trouvé une solution vraiment très efficace pour les marinas. Après, il n'y a pas de compétition entre nous, hein. Je veux dire, enfin, il ne faut absolument pas rentrer dans cette optique de compétition. C'est pas l'objectif. Je veux dire, toutes les solutions, même à des niveaux intermédiaires de la pollution, sont, le moindre kilo de plastique qui est enlevé de l'océan de quelque manière que ce soit est valable. Après, évidemment, il ne faut pas que ça coûte que ça émette 1 tonne de CO2 pour en arriver là. Mais du coup, voilà. Ok, merci beaucoup. Non, juste comme ça. En quoi est fait la jupe? En quel matériau? Donc c'est une jupe qui est en géotextile. Donc en fait c'est un matériau qu'ils utilisent. En gros, l'entreprise qui nous a fait la jupe, c'est une entreprise qui travaille sur le dragage. Donc ils sont basés à Dubaï, hein, donc ils aiment bien faire des îles comme ça. Donc ils ont vachement besoin de technologies qui permettent en gros de bloquer sur une certaine profondeur en fait tout ce qui peut être suspendu dans la colonne d'eau. Elle est rigide? Non, elle est flexible, Les poissons et l'eau passent. Voilà, exactement. Enfin, là, en dessous. Il n'y a pas de filet en fait, il n'y a pas de maille. Je voudrais juste savoir, en zone d'accumulation, à quelle profondeur se trouve la réception? Donc en gros, il y a 95% du plastique qui est dans les 5 premiers mètres. Et à peu près 80% qui est dans les 3 premiers mètres. Et pour les navigateurs, ça ne représente pas un danger pour un voilier qui se... Alors pour la petite histoire, en fait, on est le premier élément flottant qui ne soit pas habité, on va dire entre guillemets, par nature. Parce que bon, après, il y a des bateaux, évidemment, s'il n'y a plus personne dedans qui continuent de dériver, bon, ils ne sont pas par nature. À avoir un drapeau, et on est équipé de tous les éléments de navigation, AIS, des signaux sonores, lanternes, etc., qui permettent d'être vus et repérés à la fois sur les radars et sur les visionnements. Et du coup, une fois que le système est en place et qu'il a récupéré le plastique, en théorie, vous pouvez récupérer combien de masse en fait, de plastique? Si le système est plein ou comment on envoie le bateau pour récupérer le plastique? Très bonne question. Donc en gros, là, on va beaucoup se baser sur les modèles. Donc l'idée aussi, c'est une fois qu'on est sur zone, on va aussi accumuler énormément de données qui nous permettront d'être intégrés dans nos modèles, donc encore avoir une meilleure représentativité des modèles que je montrais là avec le plastique qui se balade.
Donc là, on va vraiment se baser sur à la fois des modèles et si possible, je dis si possible puisque c'est en développement, c'est de voir si on ne peut pas prendre des images satellites avec dans une certaine gamme de longueur d'onde, donc dans l'infrarouge, qui permettent de voir le plastique qui s'accumule devant le système. Donc ça, si on y arrive, ce sera vraiment jackpot parce que là, ça nous permettrait de limiter le risque quand on envoie les bateaux, enfin quand on envoie le bateau. Mais l'idée, c'est à peu près entre 2 et 3 mois le temps d'accumulation avant lequel on envoie un bateau pour récupérer le plastique. Sachant qu'il y a d'autres opérations que le simple nettoyage, il y a aussi, on sera obligé à peu près 2 à 3 fois par an de repositionner le système en fait plus au centre de la zone d'accumulation, puisque plus on s'éloigne, vu qu'on ne se déplace pas complètement comme le plastique, forcément à un moment donné on va dériver trop loin de la zone où la densité de plastique est importante, et donc l'idée c'est de le ramener 2 à 3 fois par an, et donc du coup si on pouvait combiner l'extraction et le repositionnement, on le fera. Je propose qu'on poursuive cet échange autour d'un petit cocktail.